Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler plan de reprise d'activité avec Nutanix, plan de reprise d'activité avec Nutanix dans le cloud, et ici on va parler du cloud Azure, et puis au passage on va utiliser donc une nouvelle technologie qui est disponible dans les solutions Nutanix depuis la version AOS 7.3 qui s'appelle le MST. Donc le MST c'est l'acronyme de Multi-Cloud Snapshot Technology. L'idée derrière en fait c'est de pouvoir prendre les snapshots qu'on utilise dans le Nutanix Disaster Recovery, et au lieu de les envoyer directement sur un cluster, sur le stockage local des nœuds du cluster en face, le cluster de secours, eh bien on va envoyer ces snapshots dans un stockage qui coûte un peu moins cher, qui est assez classique dans le monde du cloud, qui est le stockage objet. Donc le MST, en fait, on peut l'envoyer sur du Nutanix objet, on peut l'envoyer sur de l'AWS S3, et on peut l'envoyer dans Azure sur de l'Azure Blob Storage. Et ça, c'est une nouveauté de AOS 7.3, donc la capacité d'envoyer ces snapshots de son cluster à demeure, par exemple, directement dans un stockage objet Azure, et après de réhydrater le tout dans un cluster dans le cas d'une reprise d'activité suite à un désastre majeur. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de voir un petit peu les grandes étapes de configuration qu'on a besoin de mettre en œuvre côté Azure, finalement le déroulé de la configuration complète de cette nouvelle solution, donc faire du Disaster Recovery avec Nutanix Disaster Recovery, le tout en utilisant effectivement du stockage objet de type Azure Blob Storage. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, la première chose peut-être, c'est de présenter un petit peu à quoi va ressembler le réseau derrière. Donc, dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va se dire que du côté du on-prem, ici, donc l'infrastructure à demeure, le data center, on a un cluster Nutanix. Ce cluster Nutanix, on va donc pour pallier à une panne majeure du data center, on va se dire, eh bien, dans mon plan de reprise d'activité, je vais redémarrer côté Azure. Alors là, je suis désolé, le schéma est un peu compliqué, c'est toujours de l'intégration réseau, mais l'idée, effectivement, c'est que quand on est à demeure et qu'on est connecté à un environnement Azure, généralement, on passe par donc une connexion réseau, il faut interconnecter les deux, Azure et le monde du à demeure. Donc on peut passer par un ExpressRoute qui est une connexion dédiée à Azure, ou on peut passer par un VPN site à site. Donc là c'est exactement ce qu'on fait dans ce scénario-là. On a ici une connexion VPN site à site qui permet du coup de relier le tout. Donc généralement côté Azure, le point d'arrivée d'un VPN site à site, c'est ce qu'on appelle un hub VNet, qui est un point central sur lequel vont se connecter tous les réseaux. Donc là, il y en a un peu beaucoup de réseaux, mais c'est ce qu'on a besoin pour un cluster NC2. Donc on a ici, je vais zoomer un petit peu, voilà. Ici, on a un subnet dans lequel on a nos barres métal et nos machines virtuelles qui vont tourner. On a ici un subnet qui lui sert à faire la connexion vers le monde extérieur des machines virtuelles tournant sur Nutanix for Networking. Et puis ici, on a un VNet où on a notre prisme central classique. Et puis on a ici un dernier VNet qui s'appelle le MST VNet, qu'on doit créer pour l'occasion, et donc on va le voir dans le déroulé, et c'est sur ce VNet-là, dans ce subnet-là particulier, qu'on va avoir les composants MST qui vont tourner. Alors pour être tout à fait clair, les composants qui vont tourner, c'est quoi? Eh bien ce sera sous la forme de 4 machines virtuelles. 3 des machines virtuelles seront des nœuds d'un cluster Kubernetes, et on aura une 4e machine qui sera un load balancer devant. Donc tout l'outillage pour faire de l'envoi de snapshot depuis le on-prem à destination d'un compte de stockage Azure qui est un blob storage passera par ici. Alors il manque ici un petit schéma qui est un peering, qui est une liaison ici. Donc en gros, votre cluster on-prem Nutanix ici enverra ces snapshots au travers de la connexion VPN site à site. Les paquets réseau remonteront vers ici et atteindront le service MST qui est là. Ce service MST ensuite enverra au travers de la NAT Gateway directement les snapshots dans un compte de stockage Blob Storage Azure. J'écris mal, c'est avec la souris, vous l'aurez compris. Hop, et voilà, ça enverra le tout dans du Blob Storage, et donc un stockage qui coûte pas forcément cher. On verra également tout à l'heure qu'il y a 2 manières de déployer effectivement le MST avec 2 scénarios, mais in fine, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de multi-snapshot technologie, on envoie des snapshots Nutanix d'un cluster d'origine à destination d'un compte, d'un espace de stockage de type objet, et dans le cadre d'Azure, le service associé s'appelle Azure Blob Storage. Donc, on va construire finalement un petit peu tout ça, et on va voir comment ça se configure.
là encore, le workflow que je vous montre sera disponible, l'URL sera disponible dans les commentaires de dans la description de cette vidéo, voire les commentaires, et n'hésitez pas après à relire la documentation derrière. Donc, première étape de ce workflow de configuration de MST, d'abord c'est de préparer le fameux VNet pour MST. Donc en gros, de préparer, on y arrive, cette partie-là. Voilà. Et donc vous verrez qu'à l'intérieur de ce VNet d'Azure, on a deux subnets. Un subnet qui s'appelle le MST subnet, et un subnet qui s'appelle demi-subnet, et je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, très important, il faut suivre l'ordre donné ici dans ce workflow. C'est également l'ordre qui est donné dans la documentation, et il y a un ordre de création bien précis. D'abord, on crée le VNet côté Azure, ça n'a rien d'extraordinaire. Ensuite, on va créer dans ce VNet ici un subnet qui s'appellera MST. Puis, on va créer une NAT gateway, donc qui permet de sortir sur Internet. Donc ça permettra de faire la communication entre le composant MST et le compte de stockage Azure. Donc on va associer cette NAT gateway à ce subnet. Et ensuite, on va créer un dummy, pas un dummy, je sais pas comment dire en anglais, mais donc un subnet bidon, voilà, qui servira en fait, on va le voir juste après, à connecter une carte réseau qui servira à rien, enfin qui sera juste là, elle servira pas à rien, mais elle sera là en fait pour pouvoir assurer le routage correctement. En fait, quand on utilise donc des subnets de type délégué, ce qui est le cas du MST subnet, donc délégué ça veut dire que globalement ça va nous permettre de l'exposer à ce subnet Azure comme étant un VLAN du point de vue vu par Nutanix, et on délègue du coup la gestion du réseau à ce service. Il y a un petit bug qui existe côté Azure qui en fait que quand on utilise effectivement des réseaux délégués et qu'on fait un peering avec un autre VNet, de base en fait les Azure propagent pas bien les routes. Donc ça c'est un bug connu entre guillemets de la propagation des routes pour les fameux réseaux délégués. Donc c'est pour ça que les équipes techniques, en collaboration avec Microsoft, ont trouvé, on va dire, un contournement à cela. Ils ont créé un sous-réseau additionnel un peu demi-bidon, et ils mettent dessus une carte réseau, et en fait ça force le mécanisme de propagation des routes côté Azure. Bon, voilà, ça c'est un peu l'envers du décor. Donc une fois qu'on a configuré notre VNet côté Azure, eh bien on va aller l'appairer. Donc l'appairer, c'est faire donc la liaison avec d'autres VNet côté Azure. Je rappelle qu'un VNet dans Azure est un réseau qui est complètement isolé, donc pour communiquer avec le reste, il faut faire du peering. Donc le peering, c'est ce qui apparaît ici en rouge, et donc c'est de faire la liaison effectivement comme ça. Donc on va avoir le VNet du MST, là où il y a le composant MST qui va tourner ici, doit être appairé avec le VNet où on a les barres métal du cluster, et doit être appairé également avec Prisme Central qui est ici. Dernière chose, et là je ne l'ai pas mis sur mon schéma, on a bien entendu ici un appairage avec le VNet Hub. Donc ce sont ces trois appairages que je vous montre ici. On va appairer le réseau MST avec le réseau de Prisme Central, le réseau MST avec le reste du cluster, le réseau MST avec le Hub VNet, et ça ce sera qu'on utilisera derrière le Pilot Lite, on va revenir derrière. Donc là encore, on respecte bien cet ordre pour configurer son peering. Ensuite, on va aller dans Prisme Central, et dans Prisme Central, on va venir créer en fait un nouveau subnet de type Cloud Type. Donc ça c'est un nouveau type d'objet réseau qui existe dans le Prisme Central, et donc en gros on va mapper le réseau MST subnet qu'on a créé côté Azure, et on va recréer un subnet qui s'appelle de type Cloud Type, qu'on va associer derrière, avec le même range d'adresse IP. Donc là encore, tout ça est très bien documenté dans la documentation. Là encore, j'insiste dessus fortement, c'est que toutes les ressources doivent être déployées dans cet ordre explicite, donc on respecte bien tout cet ordre, ça correspond au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est très important de bien le faire dans l'ordre derrière. Et effectivement, dans Prisme Central, dans la partie Network Security and Subnet, vous verrez qu'on peut créer un nouveau subnet de type Cloud Subnet. Voilà. Et on utilisera bien la même plage d'adresse IP que ce qu'on a déclaré côté Azure. Donc en gros, on matérialise côté Prisme Central l'objet qu'on a créé côté Azure. Ensuite, on va devoir créer le compte de stockage qui va recevoir les snapshots du cluster à demeure. Ce compte de stockage, c'est relativement simple. Donc là, il y a trois étapes. On crée l'objet compte de stockage.
Donc là, il n'y a rien en termes de difficulté, hein. La documentation Azure explique ça très bien, on peut le faire avec de l'infra as code, on peut le faire en ligne de commande, enfin, tout est bien expliqué. Les types derrière de comptes de stockage, on va prendre un compte de stockage LRS, donc généralement c'est comme ça qu'on va faire. Donc il y aura des réplications derrière assurant la résilience de ce compte de stockage, et dans ce compte de stockage, on va créer un container. Le container étant ni plus ni moins qu'une sorte de répertoire, hein. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Dans mes exemples, moi j'ai utilisé mst-container, mais on peut l'appeler comme on veut. Et ensuite, ce compte de stockage, le composant MST va y accéder par les endpoints publics. Donc on a activé le firewall du compte de stockage Azure pour pouvoir limiter finalement qui a le droit de se connecter dessus. Donc globalement, on restreint l'accès aux adresses IP publiques du VNet Prisme Central, du MST VNet, et puis éventuellement également de vos stations d'administration. Donc des clients qui mettent simplement en fait le point de sortie internet de leur organisation, et eux en tant qu'administrateurs, quand ils sortent ça par l'internet, ils ont le droit d'accéder à ça. Voilà. Donc ça, c'est pour limiter entre guillemets l'exposition de ce compte de stockage. Là pour le coup, ce sera très limité. Une fois qu'on a ça, eh bien on va déployer le composant MST, Multi-Snapshot Technology. On va le déployer depuis le marketplace en fait de Prisme Central. Alors, le marketplace de Prisme Central, hein, c'est basiquement une interface qui permet de dire je voudrais installer des composants additionnels Nutanix ou tierce partie. Et donc de manière assez simple, c'est vraiment un marketplace assez classique dans le monde du cloud. On vient cliquer sur le composant, on donne les paramétrages derrière, et voilà. Donc je rappelle que Nutanix supporte, dans le cadre du MST, 3 types de stockage objets, des buckets S3WS, des comptes de stockage Azure, Blob, et le Nutanix objet également derrière. Donc là encore, le déploiement depuis la version 7.3, elle a été facilitée. Dans les versions antérieures, on pouvait faire du MST notamment avec AWS, mais il fallait du coup se connecter en SSH sur un prisme central et lancer une ligne de commande qui n'était pas très compliquée, mais ça se faisait par ligne de commande. Désormais, en quelques clics, l'opération se fait et elle est du coup un peu simplifiée. Donc là, on va se poser la question, maintenant que je vais déployer mon MST, alors déjà, où est-ce que je vais le déployer? Est-ce que je l'installe sur mon cluster à demeure ou sur mon cluster à destination? Et ça, en fait, le choix va dépendre en fait du scénario que vous voulez faire. Donc il existe 2 scénarios pour la partie MST. Premier scénario, c'est de se dire, j'ai un cluster à demeure dans mon data center, je veux envoyer des snapshots dans un blob storage, un stockage objet, mais je ne veux pas faire tourner à plein temps un cluster à destination. Donc on appelle ça un zero compute deployment. Ça veut dire que le jour où on va vouloir déclencher le plan d'emprise d'activité, on va créer dans le cloud, donc ici dans mon exemple c'est Azure, ça pourrait être un autre cloud, on va créer un cluster, le configurer avec le disaster recovery, MST, etc. Et ensuite réhydrater depuis, recréer les machines virtuelles depuis les snapshots qui avaient été envoyés dans ce compte de stockage. Donc ça on est d'accord, c'est un scénario qui est bien économiquement, parce qu'on ne fait pas tourner d'infrastructure à destination, la seule chose qu'on a c'est un compte de stockage où on met des snapshots. Par contre, le jour où on va faire son disaster recovery, sa reprise d'activité, et bien là, du coup, le temps de redémarrage, ce qu'on appelle le RTO, le Recovery Time Objective, il faut pas que cet objectif il soit de 2 heures ou de 1 heure, parce qu'on n'a pas le temps de redéployer un cluster, de le reparamétrer et de réhydrater des données en 1 heure. Ça, il n'y a pas de magie derrière. Donc le scénario, c'est le plus économique, le zero compute. Par contre, effectivement, c'est bien quand on a des choses qui sont pas très sensibles à redémarrer et qu'on peut se donner quelques heures en termes d'objectifs pour le redémarrage. Si on veut pouvoir redémarrer plus rapidement, là on va avoir un pilot light. Et le pilot light, en fait, il va consister à avoir un cluster minimum à destination, c'est-à-dire un 3 nœuds, c'est le minimum pour un cluster Nutanix. Même si à demeure on protège un 10 nœuds ou un 15 nœuds, il nous faut un 3 nœuds minimum du côté cloud. Et sur ce 3 nœuds, en fait, quand on fera des réplications, on choisira, est-ce que la réplication a besoin d'un RTO qui est faible, auquel cas les snapshots seront envoyés sur les disques NVMe du cluster à destination. Si par contre on peut se permettre d'attendre d'avoir un RTO assez long, on enverra directement sur le bucket, le compte de stockage Azure, et là effectivement la réhydratation prendra un peu plus de temps que sur du NVMe. Mais par contre le cluster est déjà disponible ici, il tourne déjà, donc il n'y a pas à l'installer, à le configurer, il est déjà prêt. La seule chose qu'on pourra faire, c'est le faire scaler en rajoutant des nœuds automatiquement. Donc, en fonction du scénario choisi,
donc c'est-à-dire zéro compute, dans ce cas-là, il faudra installer le composant MST sur le cluster source, parce que le cluster de destination n'existe pas encore. Si par contre on est en Pilot Lite, on a déjà un cluster de destination, et dans ce cas-là, on installe le MST sur le cluster de destination. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité. Donc c'est une des petites choses auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer directement dans la configuration. Donc, pour déployer le MST depuis le Marketplace, déjà, première chose, c'est qu'il vous faut activer le Marketplace, ce qui n'est pas une opération très compliquée. Hein. On va simplement en fait aller sur l'interface de Prism centrale dans la partie Marketplace, et puis donc on est sur l'Admin Center, et là vous aurez un petit bouton qui va vous dire activer le Marketplace, et à ce moment-là vous activez le Marketplace, ça prend 2 minutes, et le Marketplace est disponible, et là on passe à la suite. Et la suite c'est quoi? C'est qu'on va déployer effectivement le composant MST directement depuis le Marketplace. Techniquement derrière, le MST en fait se matérialise sous la forme d'un cluster Kubernetes qui va être déployé dans le réseau MST VNet. Et donc en fait, le déploiement de ce MST va vous demander quoi? L'assistant il va vous demander de sélectionner sur quel cluster vous voulez le déployer. On est dans Prism Central, je rappelle, Prism Central gère plusieurs clusters potentiellement. Ensuite, donc on sélectionne le cluster, on sélectionne où est le réseau MST. On va donner 3 adresses IP qui vont correspondre effectivement à différents services, et ensuite on va cibler le compte de stockage objet dans lequel on veut envoyer les snapshots. Donc ici ce sera le nom du compte Azure, sa clé secrète, et puis c'est à peu près tout derrière. Voilà. Donc l'assistant est relativement simple, il y a une fenêtre de configuration, on donne les informations, on laisse tourner le tout. Le déploiement va prendre environ une bonne trentaine de minutes à peu près, hein. Et une fois que le composant est installé, on va continuer sa configuration qui va constituer effectivement aller activer la fonctionnalité dans Prism Central du Disaster Recovery. Donc là encore, en fonction, si je suis sur un scénario 0 Compute Deployment, j'ai qu'un seul endroit où je vais le configurer, hein, donc je vais le configurer sur mon cluster source, parce que je n'ai pas de destination encore. Si je suis sur un Pilot Lite, ça veut dire que j'ai un cluster d'origine, à demeure dans mon data center. J'ai un cluster 3 nœuds généralement qui va tourner dans le cloud, et si on fait effectivement du Pilot Lite, on activera le Disaster Recovery à la source et à la destination. Une fois qu'on a ça, effectivement, selon le disaster, le modèle qu'on a choisi, donc Pilot Lite ou Zero Compute, on va avoir des configurations différentes. Donc, si on est sur un déploiement Zero Compute, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord créer une protection policy. Donc une protection policy, je le rappelle, dans Nutanix, on définit la source à protéger, la destination où on va envoyer les snapshots, et ensuite on définit le RPO, c'est-à-dire la perte de données admissibles, et en gros, globalement, le temps de synchronisation. Alors en fait, qu'on soit d'ailleurs en compute, en Zero Compute ou en Pilot Lite, si on envoie les snapshots dans un stockage objet, le RPO sera de 1 heure ou plus. En fait, il est de 1 heure par défaut, donc ça veut dire que toutes les heures, vous aurez un snapshot qui sera envoyé au travers du Nutanix Disaster Recovery, via le MST, dans le compte de stockage objet. Donc si on est en Zero Compute Deployment, on va créer une Protection Policy. Donc, ici, la Recovery Location, alors, ce sera la petite subtilité par rapport à ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cluster en face quand on est en Zero Compute, donc on enverra. La Recovery Location sera nommée dans les objets Local AZ et Azure Storage. Si on fait l'opération côté en mode Pilot Lite, donc Pilot Lite, je rappelle, un cluster à demeure qu'on protège, et un cluster à destination dans le cloud qui est à minimum de 3 nœuds, et qu'on pourra faire scaler ensuite en fonction du besoin. En Pilot Lite, on va venir créer du coup une Protection Policy, là encore exactement comme on a pu le faire avec le Zero Compute. La petite subtilité, c'est qu'ici, la Recovery Location, ce sera généralement une Remote AZ, donc en général, le cluster qui est dans le cloud a son propre prisme central, et donc sa propre zone de disponibilité dans la terminologie Nutanix. Hein. Une AZ, c'est un prisme central qui gère un ou plusieurs clusters. Et puis, la différence qu'on va avoir entre un Pilot Lite et un Zero Compute, c'est qu'un Pilot Lite, on a un cluster qui tourne en face. Donc on aura des recovery plans, donc la capacité après d'ordonnancer le redémarrage des workloads et leur restauration en cas de disaster recovery. Chose qui ne va pas exister en mode Zero Compute. Donc quand on est en mode Zero Compute, on a créé une protection policy, donc on envoie
tous les X temps, toutes les heures, on va dire de base, un snapshot dans le compte de stockage, et le jour où on a un pépin majeur et qu'on veut basculer, eh bien, le déroulé sera le suivant. On déploiera, côté cloud, un nouveau cluster, NC2. Donc on passera par les consoles NC2 pour déployer le cluster. Ensuite, une fois que le cluster sera déployé, on ira le paramétrer, c'est-à-dire qu'on va redéployer dans ce cluster tout neuf, tout vierge, le marketplace Nutanix, puis la partie MST et le disaster recovery. Donc on déploie les composants qui servent à ça. Et ensuite, on va restaurer les machines virtuelles et les volumes groupes en utilisant les MST snapshot. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on va passer dans les interfaces de Prism Central par les VM Recovery Point. Donc là, le processus est assez manuel, hein, pour le coup. Donc on prend chacun de ces snapshots et on dit, recrée-moi une VM à partir de ce snapshot. Donc, pour résumer, le scénario zéro compute deployment, il est très bien économiquement, parce qu'il coûte vraiment pas cher, à part stocker dans un stockage objet, on n'a pas de ressources qui tournent dans le cloud, donc on n'a pas de cluster, pas de licence Nutanix, etc. Par contre, le jour où on doit redémarrer, le temps de faire de la reprise d'activité, ça peut prendre un peu de temps. Déploiement d'un cluster, on est dans Azure, un cluster c'est environ 3 heures à déployer, le MST plus les petits composants, on est encore sur une bonne demi-heure, et puis après, à la main, on va se prendre chacun des snapshots, et on va recréer des VM à partir de là. Donc là encore, si on a beaucoup de VM, ça peut être un processus qui est assez long. N'oublions pas que dans un disaster recovery, on est plutôt sous pression, un peu sous stress, même beaucoup, et donc c'est pas forcément la meilleure option de faire manuellement toutes ces opérations-là. Une fois que tout est restauré, que tout marche, le jour où on rebasculera sur le cluster initial, quand le demeure aura été remis en condition opérationnelle, ce sera simplement, dans ce cas-là, du Nutanix Recovery, donc une réplication de cluster à cluster, et ça, pour le coup, c'est relativement simple et très connu. Donc ça, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on a un zéro compute pour repartir en condition opérationnelle et faire son disaster recovery. Si on est sur un pilot light deployment, là, pour le coup, c'est un peu plus simple, parce qu'on va simplement faire, du coup, on a des plans des recovery plans, donc on va prendre les recovery plans et on va faire, du coup, donc si vraiment on a eu un désastre majeur, on va faire un unplanned failover, et là, pour le coup, ça change rien par rapport à ce que vous connaissez si vous faites déjà du Nutanix Disaster Recovery. Donc là, l'opération sera très automatisable, le redémarrage des VM sur le cluster de destination, éventuellement on fera scaler en ajoutant des nœuds le cluster de destination si on avait effectivement un cluster assez important à demeure et qui ne tient pas sur un cluster 3 nœuds, ça c'est la beauté de NC2, c'est que c'est facile de rajouter des nœuds à la demande, et le rajout d'un nœud, il va prendre moins d'une heure. Une fois que on a tous nos workloads qui sont en train de tourner côté cloud, et qu'on a pu remettre en condition de fonctionnement le cluster à demeure, et bien là ce sera un simple failover, là encore avec une réplication dans l'autre sens, et le tout est relativement simple. Voilà. Donc, pour résumer, on a une belle techno avec le multi-cloud snapshot technology sur NC2 avec Azure. Par contre, effectivement, la configuration nécessite de savoir un petit peu où on va et ce qu'on veut comme scénario. Donc retenez qu'on a deux scénarios. Donc, premier scénario, effectivement, le zero compute deployment, qui lui est économiquement l'option la plus intéressante. Finalement, le disaster recovery va pas vous coûter très cher, parce que le coût du stockage cloud, que ce soit dans Azure, AWS ou ailleurs, n'est pas très important, entre guillemets. Par contre, effectivement, retenez que c'est que le redémarrage sera assez manuel et pourra prendre un certain nombre de temps. Donc là encore, si vos RTO sont vraiment très faibles, c'est pas forcément la meilleure option. Le Pilot Lite, lui, va coûter un peu plus cher parce qu'il a besoin d'avoir un cluster à minimum de 3 nœuds qui tournent du côté du cloud public. Par contre, derrière, la bascule sera super rapide. Et économiquement, le Pilot Lite Deployment coûte moins cher que d'avoir l'équivalent de votre cluster que vous auriez acheté à côté et mis dans un deuxième data center ou une deuxième salle machine, et qui aurait les performances, le stockage et les capacités équivalentes au cluster que vous protégez. Donc là, on est vraiment sur un petit cluster, d'où le Lite, 3 nœuds minimum, associés à du compte de stockage, pour effectivement se dire, ok, je peux répliquer un cluster 10 nœuds, il y a juste que les workloads qui redémarreront dans un temps plus long seront stockés sur un stockage de type blob storage qui lui ne coûte pas cher. Le redémarrage par contre, ou le recovery, ce sera vraiment très facilité parce que pour le coup, là on a les recovery plans qui permettent effectivement de cadencer, d'ordonnancer le redémarrage de manière assez simple. Il n'y a vraiment pas grand chose de manuel ici, à la différence du scénario numéro 1. Voilà. Donc là encore, la mind map que je présente ici, ou le workflow, est disponible dans les liens de cette vidéo. Pour chacun des objets ici, quand vous voyez
ce petit symbole, vous cliquez dessus et ça vous amènera directement sur la documentation. La documentation mélange aujourd'hui à peu près toutes les différentes options, donc elle peut être un petit peu compliquée à lire. C'était un peu l'objectif de ce workflow, de cette vidéo, de démocratiser entre guillemets la configuration de ces technologies, qui finalement, une fois qu'on respecte bien l'ordre ici de configuration et qu'on n'oublie rien et qu'on suit bien la documentation, d'où les liens vers la documentation, la configuration de l'ensemble finalement se fait de manière assez simple, et au final après c'est plus de sécurité pour votre environnement et surtout des coûts inférieurs pour la partie disaster recovery. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.